l'antépénultième session de l'EDF pour 2016. Le mois prochain, nous aurons prendre un serment 2.0. C'est-à-dire, prendre un serment non plus consul général de la République, mais maintenant venture capitaliste, des gestionnaires de fonds et de fonds même pour des pays de France. Avant de commencer avec Rémi, je voudrais remercier deux personnes qui sont venues nous donner un petit peu de mal. Elisabeth Bouchy, qui est cofondateur et CEO de Daylighted. Alors, Daylighted, vous verrez, vous allez dans le restaurant du Sofitel ici, et il y a des écrans avec des œuvres d'art qui sont affichées et une tablette dans laquelle les mineurs peuvent changer des œuvres d'art. C'est vraiment très intéressant. Si vous avez un moment, allez voir, comme ici, ne l'achetez pas. Et puis il y a Paul Perretier qui est ici, qui est fondateur de Adobe, une invention très intéressante pour rendre les réunions un peu plus interactives, enfin, nettement plus interactives. Ce qu'il explique, c'est que tout le monde, dans les réunions, tout le monde est sur son écran, et là de projeter des documents interactifs, de détecter les mouvements sur la table, ça rend les conversations plus vivantes. Donc, allez le voir aussi après la réunion et faites-le parler de son invention, de son produit. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Rémi El Ouazzane. Alors, je vais commencer tout de suite parce que comme j'adore les langues, et en particulier celles du Moyen-Orient, qu'est-ce que ça veut dire El Ouazzane? C'est la balance. Donc ton père est né en Tunisie, à Tozeur. Alors Tozeur, c'est à la limite du Sahara. Je me souviens quand j'étais petit, on parlait des dates. Une énorme oasis à Tozeur. Et tu allais souvent passer tous les étés en famille à Tozeur. Tu as 3 grands frères, donc tu es le petit dernier. Ça se voit d'ailleurs. Donc on va te faire parler de ton aventure, en particulier de ton entreprise. Tu es né en France parce que ton père avait un petit peu évité l'armée tunisienne. Si j'ai bien compris. Oui, c'est déserteur de l'armée tunisienne. J'ai grandi dans le Et tu as fait de bonnes études, tu as fait de prépa, tu étais bon en maths parce que tu m'as dit, et pas bon en physique. C'est à peu près correct. Ouais, j'avais un bon sens d'attraction, mais je n'étais pas très bon pour appliquer ces sens d'attraction sur des problèmes concrets. On a suivi toute ma vie. Donc tu as fait une prépa à Chaptal, et puis après tu étais dans une école d'ingénieur à Grenoble. Pourquoi c'était cette école-là? Parce que tu n'as pas pu faire l'IX, parce que tu étais mauvais en physique, c'est ça? Non, il y avait le poste de l'IMJ était bon, quoi, et puis il y avait un programme au niveau qui était intersection de électronique et de physique du semi-conducteur que j'aimais bien. Ça part un peu plus fort. Il y avait un programme qui était à l'intersection de tout ce qui était électronique et physique du semi-conducteur et ça m'a plu. Et tu as fait Sciences Po en même temps? Ouais, j'ai fait Sciences Po en même temps. Bon, pas grand chose en école d'ingénieur, donc je me suis dit que je pouvais faire autre chose. Ça m'a beaucoup ouvert Sciences Po, c'était vachement bien. Pour mes copains d'école d'ingénieur, ils avaient une grande motivation à faire Sciences Po parce que les soirs étaient vieux. Mais pour moi, c'était vachement intéressant. Je peux pas avoir fait Sciences Po, je pense que je n'aurais pas été la même personne sans avoir fait Sciences Po. Tu as fait Sciences Po au Saint-Guillaume? Non, j'ai tout fait sur le cours d'emploi. Et tu as fait du snowboard, si j'ai bien compris? Ouais, j'ai fait des super forts de snowboard en géant pendant quelques années au BUC. C'était bon? Jamais gagné une compétition. Mais j'ai été performant. Donc tu as fait une bonne
une bonne école d'ingénieur, tu as fait aussi une formation pour les affaires, parce que je pense Sciences Po, ça doit s'appeler Sciences Po, ça doit s'appeler Sciences Business. C'est un écofi, comme c'est exactement ça. Et en sortant, tu es rentré chez TI? Ouais, je suis rentré chez TI Instruments. Tout ça. J'étais passé en fait, alors j'ai été pris pour faire un programme de rotation pendant 24 mois. Donc j'ai fait des ventes à Londres. Et ensuite, mon meilleur assignment c'était suivant, c'était j'ai travaillé pendant 12 mois aux Philippines dans une usine de production de semi-conducteurs. Qu'est-ce que tu faisais à l'usine? J'étais sur la chaîne de manufacturing, un product engineer qui réglait des problèmes de rendement, qui réglait des problèmes de défauts sur les pièces, des choses de la sorte. Qu'est-ce qu'il fabriquait comme... Là, donc, tout ce qui est chip business, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle wafer fab, où on crée des wafers, on crée la taille en tant que telle. Et puis ensuite, il y a l'autre partie qui est en fait de prendre ces puces, ces puces et de les packager, qui sont en fait les puces qu'on envoie chez les clients. Donc ça, c'était dans cette partie-là d'assembly, ce qu'on appelle AT packaging. Et donc, ouais, j'étais sur les lignes de manufacturing pour optimiser les yields de production et rendre à ce moment-là. Et je suis allé 12 mois à apprendre le métier de construire, de manufacturing, parce qu'au bout du compte, les chips, c'est un domaine super compliqué, au bout du compte, de la création du design, la manufacturing de la chose. Et de pouvoir comprendre cette partie-là, ça a été un truc super important pour moi. Et quel genre de packaging utilisait à l'époque? TI utilisait à l'époque? Ouais, qui a toujours été assez on était déjà en ce qu'on appelle ball grideray, qui sont les packages où il y a des petites boules en dessous. Donc on avait des matrix qui faisaient 10 par 10, 15 par 15, c'est plus fort. Et on les shippait, je m'en souviens, c'était la grande époque parce que on shippait environ à ce moment-là quasiment 500 000 pièces par jour pour Nokia en Finlande. Ah, j'avais dû le voir. Quand Nokia était Nokia. Quand Nokia était Nokia, donc c'était la période. Il y a une période où Nokia vendait 100 millions de téléphones par trimestre. Voilà, le pic, ça a été en 2009-2010, juste avant qu'il. C'était un précipice. Et le matériau de substrat, c'est quoi comme matériau? Alors tu as une base substrat qui est en fait en cuivre, sur lequel il y a toutes les connexions par rapport aux boules package qui sont collectées. Sinon la résine autour du package, c'est une résine qui est du composite. Qui permettent au Il n'y a plus de céramique à l'époque. Non, il y a encore céramique package, mais c'est vraiment pour du prototyping ou pour le militaire, petit volume. D'accord. Donc tu as été, en sortant des Philippines, tu as allé où? Ensuite, ils m'ont envoyé, après avoir compris comment on faisait les chips, ils m'ont envoyé tout à Dallas pour faire du marketing. Donc là, j'ai commencé à faire un truc que j'ai adoré. On est fin 90, 99 même. Et là, ils m'ont mis ils m'ont dit, bon, il y a un truc qui commence, on ne sait pas quoi faire de toi, mais tu vas t'occuper de ça. Donc j'ai fait marketing pour ce qu'ils appellent, ce qui à l'époque s'appelait la DSL, donc High Speed Internet. C'était super ça, c'était vraiment génial, travailler avec les opérateurs et tout. J'ai beaucoup appris. Tu avais jamais travaillé avec les opérateurs? Non, ça c'était la partie. Non, je fais juste pour savoir. C'est pas très rigolo. Ouais, j'ai vachement appris. C'est des chaînes de valeur qui sont assez compliquées entre le chip, les gens qui build les devices, qui construisent les produits ventes, et les opérateurs qui fournissent ce service. C'est des chaînes de valeur qui sont un peu compliquées. Donc de naviguer là-dedans, c'était super. C'était vachement bien. Ça m'a beaucoup appris de choses. Et d'ailleurs, c'était un échec total. J'en ai 3, je donnerai 3. C'était un échec total, mais c'était le plus petit des 3. Dans le sens où ça n'a pas marché. J'avais lancé un truc, ça n'a pas marché, mais les conséquences étaient minimes pour cet instrument à l'époque. Donc après ça, ils m'ont dit ok, c'est bien, tu vas maintenant t'occuper d'un autre truc. On ne sait pas quoi en faire, mais c'est nouveau et il faut s'en occuper. C'était Wi-Fi. C'est en 2001. Il y a un truc sans avenir. Sans avenir. Allez, je vais vous raconter une
Elle est absolument exceptionnelle cette histoire. Et donc, je faisais partie d'une équipe qui a fait un rachat. J'étais vachement jeune dans ma carrière pour faire ça. T'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir. En 2000. Je me souviens de ta naissance. J'avais 27 ans quand j'ai commencé ça. D'accord. Et à faire cette acquisition de boîte qui s'appelait Alantro, c'était à Santa Rosa, North. Super boîte, des gens absolument exceptionnels. Et donc, on rachète cette boîte et il nous explique. Donc, on faisait du 802.11b qui est le standard Wi-Fi au début, maintenant, on faisait des standards beaucoup plus évolués. Et il y avait aussi un problème de radio, il y a un problème de processing de bande de base, et puis il y a un problème de driver par rapport à où le modèle Wi-Fi se connecte. Et il m'explique donc qu'ils ont un truc, ils ont développé un produit et Intel joue avec. Mais c'était post-acquisition, ça. C'était post-acquisition. Je dis, c'est super et tout, bon, c'est Intel, on regardera. Je ne me suis même pas occupé de la chose. Et en fait, Intel continuait de faire un développement qui en fait, c'était Centrino. C'était vraiment leur plus gros lancement des années 2000. Centrino, c'était un petit processeur Intel pour des machines pas trop chères. Ouais, qui avait le premier Wi-Fi intégré qui venait avec. Donc on a Intel nous rappelle, je sais pas, 6-9 fois plus tard, en disant bon, on va acheter quelques pièces, donc si vous êtes intéressé, on pourrait faire un contrat de sourcing. Hein. Et l'histoire dit que, en fait, l'histoire est la suivante. L'histoire, c'est que Intel n'aurait jamais lancé Centrino sans cette puce. Ils ont très vite, au bout d'1 an, ils ont très vite arrêté d'utiliser cette puce. Mais là où j'ai complètement foiré, c'est que je me suis dit, oh, c'est super, je vais faire un deal avec Intel, je vais leur demander $1 million. C'est absolument nul parce qu'ils ont commandé pour 20 et j'aurais pu leur demander 150 millions, ils l'auraient payé quand même parce que il y avait une énorme conséquence par rapport au Pentium. Donc notre expérience ratée qui était de comprendre les échelles des choses dans ce monde-là. Donc ça a loupé, on a fait un tout petit deal avec Intel qui aurait été beaucoup plus grand. Et par contre, le silver lining, c'est qu'on a été les premiers à mettre le Wi-Fi dans les smartphones. Donc ça, c'était un truc qu'on a fait avec ton caméra. C'était à la grande époque. Et ensuite, c'est le seul business qui est resté, le reste a périclité. Donc ça, c'était pas super. Donc Texas, à l'époque, faisait ce qu'on appelle encore des OMAP. Ah ouais, ça c'est celui qui m'a loupé. Entre Wi-Fi et OMAP, il y a eu un truc. Ils m'ont dit qu'ils avaient un problème au niveau. On faisait des modems